Bonsoir, eh bien pile on time, ce soir on commence. Bien écoutez, bienvenue à vous tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler donc de ce CRPE modifié pour l'année prochaine. Alors je suis Brigitte Hassler, je suis conseillère pédagogique. Alors attendez, là ce qui est surprenant c'est que je m'entends en double, donc ça ne va pas. Modifié pour l'année prochaine. Vous avez oublié quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on retire absolument. Conseillère pédagogique, alors attendez, 3 secondes, parce que je m'entends en retour, donc ça ne peut pas aller, parce que j'entends ce que je dis avec 2 minutes de retard. Je suis désolée, mais je m'entends en même temps que je parle. Donc là, il y a un problème. Ah oui, c'est ça. Ah, merci. Et en plus, je m'entends avec du retard. Vous avez branché un truc. C'est bon? Parfait. Bon, bah alors écoutez, on peut reprendre. Donc, je m'entends encore là, vous voyez, je m'entends partout. Hein. C'était pas éteint, ça? Non. Parfait. Merci beaucoup. Bon, bah ça y est. Nos techniciens favoris sont intervenus immédiatement et donc tout est rétabli, c'est parfait. Alors, je recommence. Eh bien, donc, je suis Brigitte Hassler, conseillère pédagogique dans l'éducation nationale et également professeure chez Objectif CRPE, où on travaille beaucoup la pédagogie, la didactique. Et là, pour cette 3e épreuve d'application, eh bien, on va vous parler donc des domaines d'apprentissage qui vont vous concerner. Alors, évidemment, vous avez devant vous tout ce que Objectif CRPE peut vous proposer pour une préparation au concours, une préparation efficace au concours, donc des cours en live, comme ce soir, où vous avez le professeur en face de vous, avec lequel vous pouvez communiquer quand vous en avez envie, pour qu'il puisse répondre à vos questions en live. Et croyez-moi, ça c'est important, parce que pour avancer dans la compréhension, il est important de pouvoir effectivement poser les questions et avoir les réponses, et éventuellement, quand on n'a pas compris la réponse, la formuler différemment. Alors, je vois que dans le chat, il y a des camélias de cette année qui me disent bonsoir. Bonsoir à tous les camélias et bonsoir aux magnolias que je connais déjà et à tous ceux que je ne connais pas et que je serais ravie donc, de connaître l'année prochaine s'ils s'inscrivent à Objectif CRPE. Donc, voilà ce que vous rencontrerez, donc des cours en live, des enseignants, des tuteurs et des correcteurs qui, évidemment, sont des experts du CRPE, qui font passer le concours, qui ont l'habitude de ces épreuves et qui savent ce qu'on attend des étudiants. Effectivement, une équipe réactive, ça tout le monde le dit, c'est certain que dès que vous avez un besoin quelconque, quelqu'un est à votre écoute et peut vous répondre. Et puis, les copies qui sont corrigées en vidéo, c'est intéressant parce que ça permet effectivement d'avoir un contact plus proche et de mieux comprendre les erreurs qu'on a faites pour rebondir. Comme vous l'apprendrez dans votre formation de futur enseignant, vous verrez que l'erreur est essentielle, importante dans toutes les formations et que donc il est important que vous vous trompiez pour que vous puissiez apprendre de vos erreurs et arriver au concours en parfaite forme. Voilà. Alors, vous avez les tarifs qui apparaissent à l'écran. Ce soir, pendant ce live donc, de présentation de cette épreuve, cette 3e épreuve d'admission, cette épreuve d'application, eh bien, Mélina répondra à votre question sur le chat. Et il y a également quelqu'un d'Objectif CRPE qui répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez à poser sur tout ce que peut vous proposer Objectif CRPE, les dispositions, ce qu'il va falloir faire, etc. Vous aurez une réponse qui vous sera proposée à travers le chat. En ce qui me concerne, on va donc aborder le concours directement, puisque ça va être l'objectif de votre formation. C'est pas compliqué, l'objectif c'est réussir le concours, quelle que soit l'académie dans laquelle vous allez le passer. Donc, il va y avoir plusieurs épreuves écrites. Cette année, c'est un petit peu le changement. Une épreuve écrite de français, une épreuve écrite de mathématiques et ce qu'on appelle une épreuve d'application dont on va parler pendant toute cette soirée. Ces 3 épreuves ont le même coefficient, coefficient 1, donc en termes d'importance, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres et vous permettent d'accéder à ce que vous voulez, à savoir devenir professeur des écoles. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que vous avez tort de choisir cette voie-là, puisque forcément, vu l'âge que j'ai, et je suis toujours dans cette voie-là, donc vous voyez que ça ne m'a pas démoralisée pendant toute ma carrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà pour cette 3e épreuve? C'est très important, c'est comme pour les autres, mais il est important de le savoir, et je vous ai fait un copier-coller de ce qui est écrit sur l'arrêté. L'arrêté, c'est le document officiel, c'est-à-dire que c'est le cadre, l'institution, parce que je n'arrête pas de répéter que l'éducation nationale est une institution. Une institution, c'est une association ou une organisation, en fait, qui dépend de l'État et qui est donc cadrée par les lois, forcément. Et donc, tout ce qui concerne l'éducation nationale paraît au journal officiel et est encadré de façon tout à fait institutionnelle. Donc ça, c'est la loi qui dit que le fait de ne pas participer à une épreuve ou de s'y présenter en retard, ou de rendre une copie blanche, ou d'oublier de rendre sa copie à la fin de l'épreuve, on a signé qu'on était présent, on s'en va et on oublie de rendre sa copie, par exemple, entraîne l'élimination du candidat. Ça, c'est les erreurs à ne pas faire, bien évidemment.
et qu'une note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Alors maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous avez bien compris que cette troisième épreuve d'application, elle est obligatoire, vous ne pourrez pas y échapper. Donc autant s'y préparer avec enthousiasme, parce qu'en plus, tous les sujets qu'on va vous proposer et les domaines d'enseignement sont extrêmement intéressants. Non pas que le français et les mathématiques ne le soient pas, mais ça fait très longtemps que vous en faites et vous le pratiquez quasiment tous les jours. Ça, c'est un petit peu différent. Et vous verrez que cette préparation vous enrichira même sur le plan personnel. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de viser à travers cette épreuve écrite d'application? Français, maths, c'est pas difficile, quoi. On évalue évidemment votre niveau de compétence en français et votre niveau de compétence en mathématiques, ce qui ne va pas être le cas uniquement pour cette épreuve, où on va déjà entrer dans ce qu'est l'enseignement et savoir si, à cette époque de votre formation, vous êtes déjà en capacité de proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Ça, c'est très important. C'est évidemment, on va dire, quelque part, la mission de l'enseignant. Vous comprenez bien que l'enseignant doit concevoir une démarche, c'est-à-dire une manière de procéder pour permettre aux élèves d'apprendre. Alors évidemment, on n'apprend pas dans n'importe quel ordre. On apprend de façon progressive, et pour que cette progression ait un sens, encore faut-il qu'elle soit cohérente. En gros, on ne va pas apprendre à faire une soustraction avant d'avoir à compter jusqu'à un certain point. Vous voyez, si je veux être si je veux illustrer davantage mon propos. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà ce qu'on va apprécier chez vous en priorité, mais pas que. Vous allez voir. Pourquoi est-ce qu'on propose cette troisième épreuve dans tous ces domaines? Alors, je vous explique juste ce mot-là qui vient peut-être pas, peut-être que j'aurais dû en parler après, je ne sais pas, mais en tous les cas, là, il est important que vous le sachiez. Français maths, c'est ce qu'on appelle les apprentissages fondamentaux. Évidemment, les autres apprentissages sont tout aussi fondamentaux, j'ai envie de le dire, mais ne sont pas fondamentaux dans la mesure où on a absolument besoin du français et des maths pour accéder à ces autres apprentissages. Bien entendu, si vous ne savez pas lire, si vous ne savez pas écrire, si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, etc., et si vous ne savez pas, utiliser certains outils des mathématiques, vous n'aurez pas accès aux disciplines dont on va parler pour cette troisième épreuve. Et donc, il s'agit de prendre aussi conscience de la polyvalence du professeur. Ce mot-là, vous allez l'entendre, il n'y a que dans le premier degré, c'est-à-dire à l'école primaire, qui comprend l'école maternelle et l'école élémentaire, que le professeur des écoles est polyvalent. Il enseigne toutes les disciplines, à la différence des professeurs du second degré, qui sont experts dans un domaine, parfois deux, mais qui n'ont pas tous les domaines d'enseignement, évidemment, à pratiquer. Ils n'enseignent pas les mathématiques et le français. Or, nous, les professeurs des écoles, eh bien, on enseigne tous les domaines d'apprentissage qui sont prévus par les programmes. On est donc des enseignants polyvalent. Et cette troisième épreuve, eh bien évidemment, elle montre tout à fait, elle fait appel à cette polyvalence. Alors, je vous l'ai déjà dit, l'objectif, c'est donc d'apprécier la capacité du candidat, je vais pas revenir dessus. Et on arrive vraiment dans le cœur du sujet. Vous allez avoir au début de l'épreuve le choix entre 3 sujets qui portent respectivement sur 3 domaines. Sciences et technologies, histoire, géographie, enseignement moral et civique et art. Donc vous voyez, ce sont les 3 domaines qui évidemment soulignent cette polyvalence, bien entendu. Donc, ces domaines eux-mêmes sont, on va dire, si je peux le dire, divisés eux-mêmes en composantes. Alors pas tous. Sciences et technologies, c'est un seul domaine, pas de composantes. Histoire, géographie, enseignement moral et civique, qui représentent en fait, on va dire, 3 domaines différents. L'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique sont déjà en soi déjà différents et donc représentent les 3 composantes de ce même domaine. Et puis il y a le domaine des arts. Alors dans le domaine des arts, vous pouvez voir qu'il y a 3 composantes différentes: l'éducation musicale, les arts plastiques et l'histoire des arts. Or, pour le concours, vous allez devoir choisir l'un de ces domaines. Et vous ne savez pas quelles seront les composantes que vous aurez au concours. Et malheureusement, nous ne le savons pas non plus. Et ça, on ne le saura qu'au dernier moment. Donc on va évoquer plus tard la façon de se préparer à ce concours, la façon de choisir, quand, comment choisir. On va y venir. Pour l'instant, essayons déjà de comprendre comment s'organise cette 3e épreuve. Alors, le texte officiel parle également de la maîtrise disciplinaire que les candidats doivent montrer, ou dans tous les cas de la maîtrise disciplinaire dont les candidats doivent attester à ce moment-là. Évidemment, quand vous allez enseigner à des élèves, il est bien évident qu'on doit absolument maîtriser le contenu des enseignements qu'on va prodiguer. C'est une évidence. On ne va pas aller enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc le niveau de maîtrise attendu
d'un professeur des écoles qui se présente au concours, c'est celui qui correspond à la fin de la classe de 3e, c'est-à-dire à la fin du cycle 4. Pourquoi à la fin du cycle 4? Eh bien parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez l'apprendre l'année prochaine si vous vous engagez dans cette voie-là. Il y a ce qu'on appelle un document officiel qui s'appelle le socle commun de connaissances, compétences et de culture. Ce socle commun de connaissances, compétences et de culture définit le niveau de compétence qu'on attend d'un élève à la fin de sa scolarité obligatoire, c'est-à-dire quand il a 16 ans et qu'il est donc en fin de 3e. Alors donc voilà ce qu'on attend du professeur des écoles, c'est qu'il maîtrise au moins à ce niveau-là, à minima, vraiment à minima, les compétences attendues pour enseigner le contenu des programmes d'enseignement qui, eux, évidemment, s'arrêtent à la fin du cycle 3 pour l'école primaire. Je répète, primaire, c'est maternelle et élémentaire. Bien. J'espère que jusqu'à présent, tout cela est très clair pour vous. Donc, je récapitule un petit peu. Une épreuve d'application qui va porter donc sur 3 domaines. Histoire, géographie, enseignement moral et civique, sciences et technologies, et le domaine des arts qui comprend, je reviens sur la slide précédente, vous voyez, éducation musicale, arts plastiques et histoire des arts. Voilà. Et vous verrez, on va voir après comment on avance dans cette préparation. Alors, dans un premier temps, donc on a vu la maîtrise disciplinaire. Donc voilà, il va bien falloir que vous vous remettiez à niveau. Et déjà en ce moment, voyez-vous, les personnes qui se sont inscrites à la préparation sont déjà en remise à niveau. En remise à niveau en français et en mathématiques. Ça a déjà commencé. Donc il est tout à fait possible, évidemment, ensuite de s'inscrire et de certainement de profiter de ces remises à niveau. Mais pour l'instant, donc il est possible de commencer. La préparation est déjà en cours au niveau des remises à niveau. Et donc les inscriptions sont également en cours. Et il est tout à fait possible pour vous donc de demander des informations ou de voir si vous souhaitez vous inscrire et si vous souhaitez vous remettre à niveau dans ces matières-là. Donc, puisqu'il faut maîtriser ces matières-là jusqu'au niveau 3e. Alors, quand on n'a pas fait de grammaire depuis très longtemps, ou qu'on n'a pas fait de mathématiques depuis très longtemps, ou qu'on n'a pas fait d'histoire depuis très longtemps, etc., bien entendu, il est tout à fait normal qu'on soit amené à se remettre à niveau. Et vous verrez qu'en devenant enseignant à la rentrée 2022, vous vous remettrez à niveau constamment, parce qu'on oublie constamment. On oublie, on est obligé, les choses évoluent, les choses avancent, donc c'est un métier dans lequel on est sans arrêt sur le qui-vive pour se remettre à niveau. On peut évidemment oublier. Puis vous savez, parfois, à force de corriger, de voir des erreurs, etc., finalement, on ne sait plus. Alors on est toujours en remise en question et toujours en train de revoir et de se remettre à niveau sur tout ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on était tout petit. Voilà, donc là, pour l'instant, je vous le répète, il y a des remises à niveau donc, qui sont prévues dans le cadre de la préparation chez Objectif CRPE. Alors, maintenant, la deuxième partie de cette épreuve, qu'on appelle donc une épreuve d'application, pour laquelle vous devez avoir évidemment les connaissances, il va falloir maintenant proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Et ça, à moins que vous-même n'ayez déjà été dans l'enseignement, que vous ayez fait des stages, ou que vous n'ayez déjà travaillé comme contractuel, ou comme je ne sais pas trop quoi dans l'enseignement, vous avez peut-être une petite idée de ce dont il s'agit, mais si il s'agit d'une reconversion professionnelle et que vous venez d'un métier totalement différent, ce n'est pas forcément évident que vous puissiez, et ça c'est vraiment le cœur de l'enseignement, c'est-à-dire concevoir, analyser et préparer des séquences et des séances. Tout ce vocabulaire-là, bien entendu, vous allez le comprendre d'ici le concours. C'est évident, ça va être la première des choses à voir. Alors, une démarche d'apprentissage. Ça fait appel, je vais quand même déjà employer, parce que bon, le live de ce soir a pour objectif de vous présenter cette épreuve, mais déjà de vous y préparer. Vous allez devoir effectivement amorcer, ce qu'on peut dire amorcer, une réflexion d'un type que vous n'avez peut-être jamais engagé, parce que vous n'avez jamais été confronté à cette situation. Lorsqu'on veut enseigner quelque chose à quelqu'un, il ne s'agit pas de lui dire « tiens, c'est comme ça, voilà, tu l'apprends et tu vas comprendre ». La plus grande difficulté, évidemment, c'est de se dire « mais comment les personnes, puisque dans une classe, on a plusieurs personnes, vont-elles pouvoir comprendre » appréhender la notion que je veux leur présenter. Même dans les domaines dont je vous parle, même si c'est en sciences et technologies, en histoire ou en géographie, comment faire comprendre à des élèves les enjeux qui se jouent, par exemple, en étudiant le siècle de Louis XIV. Comment faire comprendre aux élèves les grandes migrations des peuples avant la France, etc. Comment les amener à appréhender la notion de temps. Comment vont-ils faire, etc. Tout ça, c'est des questions très compliquées. Si on avait des réponses extrêmement précises à donner, ce serait simple. Le ministère de l'Éducation nationale proposerait des méthodes en disant, voilà, on fait comme ça, et ça fonctionne. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que précisément, on a affaire à des êtres humains, et chacun est différent d'un autre,
et que la façon d'apprendre diffère en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Donc la qualité de l'enseignant, c'est effectivement d'être suffisamment à l'écoute de ses élèves, de maîtriser suffisamment ce qu'il va enseigner, de bien réfléchir et d'essayer de voir ce qui va le mieux répondre aux besoins de chacun des élèves qu'il aura dans sa classe. Donc pour cela, il va falloir concevoir des séquences d'apprentissage. Alors on est bien entendu aidé. On n'apprend pas, on n'enseigne pas n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'éducation nationale, c'était une institution qui est construite à partir des valeurs de la République, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et au nom de cette valeur, qui est l'égalité, on ne va pas faire ce soir un cours de connaissance du système éducatif pour expliquer tout ça, mais au nom de cette valeur, bien entendu, les programmes de l'éducation nationale sont nationaux. Et tous les élèves qui sont des élèves donc français doivent être enseignés à partir de ces programmes. Les enseignants n'ont pas la liberté d'enseigner ce qu'ils veulent enseigner. On enseigne le contenu des programmes. À l'heure actuelle, on a des programmes qui sont extrêmement détaillés, qu'on appelle des programmes spiralaires, c'est-à-dire qu'ils proposent non seulement le contenu des enseignements, mais ils proposent aussi attention, ils n'imposent pas, ils proposent des éléments de progressivité et des éléments pour l'évaluation. Parce que bien entendu, quand on enseigne, on a besoin de savoir si l'enseignement qu'on a prodigué est efficace ou pas, et quel autre moyen avons-nous que d'évaluer les résultats de nos élèves à travers des évaluations qui seront pensées, qui seront réfléchies et qui nous permettront de savoir si les compétences qu'on vise sont atteintes, sont acquises ou ne sont pas acquises. Donc voilà en quoi, en gros, consiste, on va dire, le travail de l'enseignant. Cette réflexion, eh bien, elle s'appelle la réflexion didactique. La réflexion didactique, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu particulier, vise à la réflexion qui permet, comment dire, de comprendre d'essayer de comprendre en tous les cas et de proposer une progression dans l'apprentissage qui soit cohérente et qui puisse être efficace pour que les élèves comprennent. C'est comme ça qu'on conçoit les séquences et les séances d'apprentissage. Alors, je fais un petit aparté. Séquence, c'est un ensemble de séances, et séance, évidemment, c'est l'unité de la séquence. Pour qu'on enseigne de façon progressive, eh bien, on n'enseigne pas tout en une seule fois. Donc, on va, je cherche mon mot là, on va essayer, d'organiser, je ne trouve pas le mot, mais il va me dire dans pas longtemps, on va organiser donc les apprentissages en notions, et on va les organiser surtout, on va détailler les compétences qu'on vise et les connaissances qu'on vise chez nos élèves, qu'on va organiser en séances. Donc une séance pour une compétence, une autre pour une autre compétence, etc. de façon à arriver à l'objectif qui est celui de la séquence. Voilà. Et vous pouvez voir qu'au concours, en sciences expérimentales, en sciences et technologies, seront évaluées exactement la conception de séances dans leur dimension expérimentale, c'est-à-dire la capacité à proposer des expériences aux élèves, à proposer des protocoles d'expérience, etc. Voilà. Donc, deux choses. Vos connaissances. On attend un niveau fin de troisième. Et ensuite, une réflexion didactique, c'est-à-dire une réflexion qui vise à comprendre comment enseigner, comment je vais m'y prendre, déjà entamée. Alors évidemment, le jour du concours, on n'attend pas de vous que cette réflexion didactique soit aboutie. D'ailleurs, si je peux me permettre, le sera-t-elle un jour. On n'a jamais fini, vous voyez, dans ce métier. Mais au moins que vous ayez déjà réfléchi, que vous ayez bien compris que l'enseignement, ce n'est pas « je me mets devant mes élèves, j'écris au tableau 2 plus 2 égale 4 et mes élèves ont tout compris ». C'est pas comme ça que ça se passe. Donc bien entendu, il faut bien réfléchir, mais on a beaucoup d'outils maintenant pour nous aider. Et en tous les cas, si vous optez pour la préparation, eh bien vous y serez totalement préparé, puisque chacune des disciplines aura cet aspect de la préparation qui sera évidemment, bien entendu, mis en œuvre dans le cadre de la préparation avec objectif CRPE, et que les travaux, les devoirs, etc., que vous aurez porteront précisément sur le type d'exercice que vous allez rencontrer au concours. Donc vous serez prêt. Voilà. Et il y a deux façons, il y a la conception effectivement de la séance, puis il y a aussi l'analyse. Ça, c'est ce que vous allez voir dans les sujets zéro que je vais vous présenter par la suite. On peut également vous proposer une séance ou une progression de séquence et vous demander de l'analyser. Donc bien entendu, pour tout ça, eh bien, les programmes sont un peu un incontournable. Vous allez bien comprendre qu'évidemment, il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, mais il s'agit en tous les cas d'avoir suffisamment travaillé en les étudiant pour pouvoir s'y retrouver. Parce que pour réaliser cette épreuve, eh bien, vous avez bien entendu un dossier. Vous n'allez pas arriver, on ne va pas vous dire, allez, tenez, préparez-moi une séquence d'enseignement sur le siècle de Louis XIV. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez avoir un dossier. Dans ce dossier, vous allez avoir évidemment des éléments des programmes qui vont vous aider. Vous allez avoir des travaux qui viennent de la recherche,
qui vont vous aider au niveau des démarches, etc. Et vous allez avoir des articles, enfin vous allez avoir peut-être des extraits de manuels, peut-être des travaux d'élèves, enfin tout dépend de la situation qu'on va vous proposer, mais vous allez bien entendu avoir un dossier qui va vous permettre d'étayer votre réflexion et de vous diriger dans la conception ou dans l'analyse de la séance ou de la séquence que vous aurez soit à concevoir, soit à analyser. Vous n'êtes pas livré à vous-même sans aucun document. Et les documents qu'on vous donne sont extrêmement utiles. Vous verrez qu'après le concours, vous utiliserez ce même type de documents pour préparer vos classes. Voilà. Alors, quels sont les cycles concernés par les épreuves du concours? Alors, je le dis pas pour les anciens camélias qui sont tout à fait au fait évidemment de cette situation et pour les magnolias qui nous ont déjà entendus. Eh bien, les cycles sont, il y a 4 cycles en fait pour la scolarité obligatoire. Vous les avez devant les yeux, vous voyez le cycle 1 qui est celui des apprentissages premiers. Bah oui, il faut bien commencer à un moment donné et qui concerne la maternelle, petite, moyenne et grande section. Le cycle numéro 2, les apprentissages fondamentaux. Pourquoi les apprentissages fondamentaux? Eh bien, parce qu'au cycle 2, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à compter et on apprend également, un des autres fondamentaux qui sont au cœur des programmes, on apprend à respecter autrui dans le programme d'enseignement moral et civique. Le cycle 3, eh bien, qui est le cycle de la consolidation, voyez, et qui concerne l'école élémentaire, là, les classes de CM1, CM2 et la classe de 6e. Et vous aurez le temps de voir tout au temps de votre formation pourquoi, effectivement, ce cycle s'appuie sur les 3 niveaux de classe. Et puis au cycle 4, les approfondissements, on approfondit tout ça, 5e, 4e et 3e, hop, on a acquis les compétences du socle commun de compétences et culture, et on est bon soit pour poursuivre des études supérieures, ou alors éventuellement on a 16 ans pour éventuellement s'orienter en fonction de ce que l'on a décidé de faire à ce moment-là. Voilà. Donc les cycles, ce sont là. Donc les épreuves que vous allez avoir au concours portent sur les 3 cycles, évidemment pas sur le cycle 4. Je le répète bien pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le niveau de maîtrise qu'on vous demande d'avoir, vous, c'est fin de cycle 4. C'est normal, vous en savez quand même plus que ce que vous allez enseigner à vos élèves. C'est quand même mieux d'avoir un peu de recul et de dominer un peu la question avant, de procéder, avant de préparer ces séances d'enseignement. C'est important quand même, heureusement. Et puis ensuite, eh bien, pour le concours, les sujets porteront soit sur le cycle 1, soit sur le cycle 2, soit sur le cycle 3. C'est comme ça. Et on ne sait pas non plus. Mais vous serez prêts pour les 3 cycles, bien évidemment. Toute la préparation a été conçue de façon à ce que rien ne soit oublié quand même. Alors, on va commencer déjà à entrer un petit peu dans le cœur de la préparation et des programmes. Précisément, vous voyez, quand on prépare le CRPE, ça il faut le savoir, et surtout pour cette épreuve d'application, on parle donc de sciences et technologies, histoire et géographie. Or, il est très important que vous voyez dès maintenant, pour que vous compreniez un petit peu, et ça c'est une réflexion, on va dire, didactique, qui est déjà amorcée, que ces domaines d'enseignement ne s'appellent pas comme cela dans les programmes. Lorsqu'on est au cycle 1, au cycle des apprentissages premiers, il n'y a pas de sciences et technologies, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de géographie. Il y a un domaine qui s'appelle explorer le monde. Explorer le monde. Alors, je m'arrête 2 secondes parce que je vois qu'on me demande de répondre à une question, laquelle, que je la retrouve parce que je ne l'ai pas vue. Alors, où est-elle? Bon, écoutez, il va falloir me la reposer parce que je ne la vois pas. Là, elle est partie plus haut et je ne vais pas la chercher trop longtemps pour ne pas trop m'interrompre. Bref. Vous là, Manon, vous n'avez qu'à reposer votre question, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Donc, au cycle 1, attention, on parlera d'explorer le monde. Et donc, lorsque vous aurez un sujet de concours, vous ne serez pas dérouté. Vous saurez que si on vous parle d'explorer le monde, il s'agit soit de sciences et technologies, d'histoire et de géographie. Mais pourquoi explorer le monde? Eh bien, le Conseil supérieur des programmes, qui est, le conseil qui élabore les programmes, donc, a choisi d'employer cette métaphore de l'explorateur parce que précisément, les élèves qui sont à la maternelle ont entre 2 à 6 ans, ou 3 à 6 ans, plus souvent quand il n'y a pas de toute petite section. Et bien entendu, cet enseignement vise à quoi? La priorité des priorités, c'est à développer leur curiosité. Parce que si vous n'êtes pas curieux, il y a peu de chances que vous soyez, enclin à apprendre facilement. Qu'est-ce qui déclenche l'envie d'apprendre? C'est le désir d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Or, il n'y a pas de réponse aux questions qu'on ne s'est jamais posées. Donc, dans un premier temps, on va avoir envie, tout de suite, évidemment, d'amener les élèves à être les plus curieux possibles et à se poser beaucoup de questions
questions pour lesquelles ils vont avoir envie d'avoir des réponses, bien évidemment. Donc vous comprenez bien que cette métaphore d'explorateur, eh bien, on va amener les élèves à explorer le monde. Alors forcément, ça induit une pédagogie, et là on ne va plus parler de didactique, mais de pédagogie. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie? La pédagogie, c'est la façon d'accompagner les élèves dans leur apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? Alors là, ce n'est pas la réflexion pédagogique sur dans quel ordre est-ce que je veux organiser les apprentissages pour que ce soit cohérent et que l'élève puisse comprendre et apprendre. Là, la question, c'est... en gros, c'est qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour que mes élèves aient envie d'apprendre, quels sont les moyens que je vais utiliser. Alors, je m'arrête 2 secondes pour répondre à la question de Manon. Cette épreuve d'application ressemblera-t-elle aux parties didactiques de mathématiques et français du CRPE actuel? Eh bien, Manon, j'ai envie de vous dire, en quelque sorte, oui. Vous allez voir les sujets 0, oui. Oui, évidemment, c'est un peu plus vaste puisqu'elle représente une épreuve à elle toute seule et qu'il n'y a pas la partie... Mais effectivement, on peut tout à fait la rapprocher de cette partie didactique, exactement. Sauf qu'elle est un peu plus longue à traiter, voilà, parce qu'elle traite d'un seul sujet, mais c'est tout à fait ça. Voilà, effectivement, c'est la partie didactique et pédagogique. Mais je n'ai pas oublié quand même de vous dire que vous auriez dans ces sujets des questions qui peuvent éventuellement quand même amener le jury à évaluer vos connaissances personnelles. C'est un mixte des deux, mais on va dire que la partie pédagogique et didactique est quand même très prépondérante. Donc c'est très important. C'est à mon avis ce qui sera le plus important, c'est ce qui est le plus important. Vous allez voir tout à l'heure avec les sujets 0, quelle place justement cette partie didactique et pédagogique prend dans les 3 sujets et elle est extrêmement importante. Donc, vous avez bien vu la métaphore de l'explorateur. Alors, une fois qu'on a exploré le monde et qu'on se pose beaucoup de questions, eh bien voilà, on va questionner le monde au cycle 2. Vous voyez quand même que c'est totalement cohérent dans les programmes. On va questionner le monde. Or, pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose, eh bien on a besoin d'avoir des outils. Vous voyez, ça paraît très simple. Je veux dire, on commence comme ça, par exemple en mathématiques. Si vous voulez aller vous acheter 2-3 choses, il faut bien être capable déjà de savoir un petit peu compter pour savoir combien ça va vous coûter, si vous avez assez d'argent, etc. Eh bien, pour répondre aux questions qu'on se pose sur le monde, on a besoin d'avoir effectivement des outils. Lesquels? Eh bien, ceux qu'on va travailler en cycle 2. La lecture, l'écriture et compter. C'est très important. Et ça ne nous empêche pas de questionner le monde, bien entendu. On va questionner le monde, mais on aura des outils qui vont nous permettre d'arriver en cycle 3 et là, d'entrer vraiment dans le cœur de chacune de ces sciences, histoire, géographie, sciences et technologies, et à l'aide des connaissances, des compétences qu'on aura acquises au cours du cycle 2, on va pouvoir aller faire des recherches et finalement consolider et voir de répondre de façon beaucoup plus approfondie aux questions qu'on se posait en cycle 2. Est-ce que ça vous paraît clair? Vous voyez, est-ce que vous comprenez bien que dans les programmes, finalement, ces 3 domaines ont une terminologie qui répond vraiment au développement de l'enfant et à une réflexion didactique assez approfondie sur la façon dont les élèves vont pouvoir finalement entrer dans ces disciplines. Voilà, puis s'ils sont très curieux, ils seront très contents de poursuivre leurs approfondissements en cycle 4 et voir après, et peut-être que toute leur vie, ils resteront passionnés par toutes les questions qu'ils se seront posées dès leur plus jeune âge et qui les tarauderont jusqu'à ce qu'ils aient enfin des réponses qui leur conviennent. Voilà, et donc ça me paraît très important d'en être vraiment conscient. Donc voilà, vous saurez déjà au moins ce à quoi vous allez vous confronter quand vous aurez passé le concours. Sachez que ce sont les termes qu'on utilise en cycle 1, en cycle 2, en cycle 3. Donc quand vous irez vous promener dans les programmes, eh bien vous comprendrez mieux. Alors dans le domaine des arts, eh bien c'est un petit peu la même chose. La terminologie n'est pas la même. En cycle 1, vous voyez, on parle d'agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique. Et vous verrez, lorsque vous serez en pleine préparation, que vous préparerez l'EPS, que c'est quasiment la même façon de le nommer en EPS, où c'est agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Alors, ce n'est pas ce soir, je ne vais pas développer pendant 1 heure ce soir sur les 3 verbes qui sont utilisés pour permettre de cerner cet enseignement au niveau du cycle 1, mais chacun de ces verbes a son entière importance, et notamment dans la séquence que vous devrez concevoir ou la séance que vous devrez concevoir, et vous devrez les retrouver. Si par hasard c'est l'inverse, c'est que vous devez analyser une séance ou une séquence. Ces 3 verbes sont très importants. Et au cycle 1, il y a 3, on va dire, sous-domaines ou sous-composantes qui sont donc les productions plastiques et visuelles, les univers sonores et le spectacle vivant, dans lequel on peut parler évidemment des arts du cirque, etc. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de champs à aller visiter parce qu'on ne sait pas au concours sur lequel de ces champs vous allez tomber. Ça fera partie du sujet de concours et il faudra tous les préparer, bien évidemment. Mais attention, ne soyez pas non plus inquiets avant même d'avoir commencé la préparation. D'abord, dans un premier temps, la préparation est bien organisée et vous aurez tout vu
à la fin de votre préparation. Alors évidemment, on ne connaît jamais tout à fond, mais aucun enseignant pratiquant en ce moment ne connaît tout sur tous ces domaines-là, rassurez-vous. Hein, ce n'est pas le cas du tout. Et ce qu'on attend de vous au concours, c'est d'avoir précisément, on va dire, compris comment et quels sont les enjeux de chacun de ces enseignements, et d'avoir compris comment on pouvait organiser un apprentissage et avec quels moyens on pouvait proposer aux élèves d'entrer dans cet apprentissage. Donc c'est finalement un peu plus, je pense que c'est plus simple que ce que vous pouvez imaginer en ce moment. Voilà. Au cycle 2, eh bien, on appelle ça enseignement artistique, et il y a les arts plastiques et l'éducation musicale. Et puis en cycle 3, eh bien, on voit apparaître l'histoire des arts. Donc ça, évidemment, en cycle 3, et on ne sait pas, vous allez voir que dans les sujets 0, un des sujets propose justement un travail sur l'histoire des arts. Donc voilà, si vous choisissez les arts comme, comme domaine d'enseignement, vous pouvez être confronté à tout ce que vous voyez écrit sur cette slide. C'est une des possibilités. Voilà. Alors, si vous choisissez enseignement moral et civique, il n'y a pas d'enseignement moral et civique au programme en cycle 1. Bien entendu, quelque part, on pratique l'enseignement moral et civique, puisqu'il s'agit effectivement de respecter autrui, d'acquérir, de partager les valeurs de la République et d'acquérir une culture civique. Donc bien évidemment, à partir du moment où on vit en société comme à l'école, on travaille ce programme d'enseignement moral et civique. Mais il n'y en a pas à proprement parler. Il faut savoir que ce programme, il est commun au cycle 2, au cycle 3 et au cycle 4. En revanche, ce qui vous est proposé dans les programmes, eh bien, ce sont des repères de progressivité, des propositions de progressivité pour les cycles 2 et les cycles 3 et pour le cycle 4, bien entendu. Donc au concours, il y a quand même, si vous tombez sur un sujet en enseignement moral et civique, a priori, ce sera au cycle 2 ou au cycle 3. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, je vais m'arrêter 2 minutes. Donc, je pense que tout a été clair, enfin j'espère pour vous. Est-ce que tout est clair pour vous, a priori? Pas de questions particulières auxquelles je devrais répondre immédiatement, parce que s'il y en a, bah, allez-y. Des questions précises. Alors non, l'année prochaine, il n'y aura plus de mise en situation professionnelle. L'année prochaine, il y a les 3 épreuves qui sont justement celles-ci, les épreuves d'admissibilité, et il y aura ensuite les épreuves d'admission. Voilà, mais plus de MESP. Bon, alors tout est OK, on avance. Alors maintenant, on va examiner les sujets 0 pour que ce soit encore plus parlant pour vous. Alors pourquoi sujet 0? Eh bien parce que ce sont les sujets qu'on nous a mis, comme on va dire, comme étalonnage, quoi, voilà. C'est le type de sujet que vous pouvez rencontrer. Ce ne sont pas forcément ces sujets-là que vous aurez, pas exactement comme cela, mais c'est le type de sujet que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, déjà une bonne nouvelle. Voilà ce qui est indiqué. En sciences et technologies, je commence par sciences et technologies, c'est totalement arbitraire. Hein, je les ai pris dans l'ordre qui m'est venu à l'esprit, hein, c'est comme ça. Les parties et les sous-parties sont largement indépendantes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de répondre du numéro 1 jusqu'au numéro 20. S'il y en a 20, elles sont indépendantes. Vous avez la possibilité, bien entendu, comme on vous le conseillerait pour n'importe quelle épreuve, de répondre déjà à toutes les questions auxquelles vous savez répondre et de garder les autres pour la fin. Ça permet déjà de gagner des points et pour un concours, c'est ça qui est primordial, il ne faut quand même pas le perdre de vue. Ensuite, pour ce sujet-là, alors ça je ne sais pas, c'est ce qui est indiqué en tous les cas pour ce sujet de sciences et technologies, les questions qui sont de nature didactique ou pédagogique sont repérées par un nombre en gras avec un astérisque. Alors à ce propos, je vais vous emmener tout de suite voir le sujet 0, alors j'espère que c'est celui-là, en sciences et technologies, voilà c'est celui-là, attendez je vais vous le montrer, hop, le voilà, donc vous le voyez ici. Voilà comment ça se présente. Alors vous avez donc tous les concours qui sont proposés. Exemple de sujet pour l'épreuve écrite d'application. Domaine, vous voyez, domaine. Il y a déjà une petite coquille. Sciences et technologies. Ce sont les sujets 0 dont je vous donnerai évidemment les liens pour que vous puissiez aller les consulter si vous le voulez. Vous aurez tous les liens qui seront dans le support, dans le PowerPoint là, qui vous est proposé. Donc vous aurez tout. Alors, épreuve notée sur 20, coefficient 1, comme l'épreuve de français, comme l'épreuve de mathématiques. Voilà. La note 0 est éliminatoire. Alors, vous voyez le sujet, donc là, vous avez une introduction. Et vous avez donc le dossier que l'on vous donne. Vous avez une introduction qui présente le sujet. Et là, on vous le dit, vous voyez, les questions. Est-ce que vous le voyez, ça? Non. Voilà, là. Si. Les parties et sous-parties sont largement indépendantes.
Les questions posées sont différenciées selon leur nature. Les questions de nature didactique ou pédagogique sont repérées par un nombre en gras avec un astérisque. Alors vous allez pouvoir voir qu'il y en a quand même beaucoup. Alors la première, bien non. La première question que l'on vous pose, c'est celle que j'avais, mais ce n'est pas une question didactique. On va y revenir, on la verra tout à l'heure. C'est juste pour que vous ayez une idée. Vous voyez, didactique, didactique, didactique. Voilà, didactique. En gras ou avec un astérisque. La partie 2 de l'épreuve. Donc là, vous avez les documents. Et là, on est encore avec un astérisque. Didactique. Didactique. Alors là, c'est une petite question, vous voyez, qui est une partie, qui est une question qui traite de vos connaissances personnelles. Mais là, didactique. La 4, non. 5, didactique. 6, didactique. 7, didactique. 8, didactique. Bon, vous voyez, je ne vais pas faire tout le sujet comme ça. Vous voyez que la partie didactique, là encore didactique. Vous pouvez voir comme moi, comment dire que la partie didactique est effectivement très importante par rapport aux autres parties, même si les autres parties, évidemment, comptent et rapportent des points. La partie didactique est celle qui prend vraiment le pas sur les autres parties. Alors, je vous ai proposé des extraits. Alors, attendez, que je me mette autrement parce que là, vous ne pouvez pas me voir. Voilà. Je vous ai... Ah bah non, mais là, je ne peux pas. C'est pas une très bonne idée. Je vous ai proposé des extraits de chacun de ces sujets. Alors voilà, vous avez ici une question qui répond effectivement à vos connaissances en sciences et technologies. Vous voyez, à partir du schéma de coupe de fleurs ci-dessous, identifier les organes reproducteurs, mâles et femelles de la fleur et présenter le devenir de l'ovaire et de l'ovule après reproduction. Alors bien entendu, ça nécessite quand même quelques connaissances dans le domaine des sciences. Bon, attention, je vous répète que ces connaissances, elles sont toutes du niveau du cycle 4, d'accord? Pas au-dessus. Ça s'arrête au niveau du brevet des collèges. Alors, ce qui est un petit peu gênant, mais on n'a pas le décompte des points pour chacune des parties de ce devoir. Donc ça, je ne pourrais pas vous renseigner. Je ne peux pas vous dire combien de points peut rapporter cet exercice-là. Mais quand vous voyez le nombre total d'exercices, vous vous doutez bien que c'est ni 10 ni 12 points, c'est évident, quoi, je veux dire. Hein. C'est très tronçonné quand même, vous allez voir. Voilà le type de questions de connaissances que vous pouvez avoir, par exemple. Alors, on avance ensuite, et la question 2, vous voyez, à partir de la figure 1, identifier les parties de la fleur qui permettent d'attirer les insectes pollinisateurs et expliquer les mécanismes de cette attraction. Alors, vous n'allez pas à chaque fois en écrire 20 pages non plus, hein, c'est pas non plus comme ça. Mais voilà ce qu'on vous demande. Ça, c'était un des exemples donnés dans un des sujets 0, par exemple, qui s'adressait évidemment à des élèves le sujet, vous allez le voir après, s'adresse à des élèves de cycle 3. Alors, voilà ce qu'on demande ensuite sur le plan, comment dire, didactique et pédagogique. Sur le thème de la reproduction des plantes à fleurs, certaines représentations initiales des élèves peuvent faire obstacle aux apprentissages. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce que vous allez apprendre tout au long de votre année de formation que pour ces disciplines-là qui appartiennent à la 3e épreuve d'application, il y a des démarches pédagogiques qui sont préconisées et mises en œuvre dans le cadre des enseignements. En ce qui concerne les sciences et technologies, il s'agit de la démarche d'investigation, qui est une démarche scientifique et qui, effectivement, que tous les étudiants qui vont passer le concours devront connaître s'ils choisissent l'option sciences et technologies. Donc ça vous dit que si vous ne savez pas quoi choisir, de toute façon, il faudra que vous la connaissiez. Et à travers les lives que vous aurez en sciences et technologies, vous allez l'aborder, vous la connaîtrez et vous comprendrez comment on peut la mettre en application. Ça, c'est une des questions qu'on vous pose, la représentation initiale des élèves. On a des représentations initiales sur un tas de choses, effectivement. Et pour apprendre, eh bien, il faut effectivement, parfois, apprendre à déconstruire ces représentations initiales. Ça fait partie de la démarche didactique. Comment faire pour amener l'élève à comprendre que la représentation qu'il a, finalement, est erronée et qu'il va falloir changer de point de vue et en adopter une autre. Ça, c'est le travail de l'enseignant. C'est pas en lui disant « non, t'as tort, c'est pas comme ça ». Un exemple simple que je prends assez souvent, vous voyez, par exemple, à la maternelle ou même encore en CP-CE1, vous demandez aux élèves de quelle couleur est bleu, quelle couleur est l'eau. Généralement, ils vous répondent « elle est bleue ». Alors, pas tout le monde, bien entendu, mais en général, par expérience, je peux vous dire que la réponse, elle est bleue. Si vous dites à l'élève, ah ben non, tu te trompes, elle n'est pas bleue. L'eau est incolore, elle n'a pas de couleur. Bon, d'accord, il l'aura entendu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il en sera ni convaincu, et ni qu'il se sera approprié, et qu'il aura changé de point de vue. Donc il va falloir l'amener à réaliser que l'eau est incolore. Alors évidemment, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous devez déjà avoir en tête des idées qui vont amener l'élève à constater par lui-même que l'eau n'est pas bleue, mais qu'elle n'a pas de couleur.
Donc vous voyez, c'est ce type-là. Là, on est en cycle 1, bien entendu, on a la maternelle, donc ça paraît un petit peu plus simple, mais c'est exprès que je prends cet exemple-là. Mais voilà, les représentations initiales, c'est ça. Et bien, toute cette année de formation, vous allez vous aussi travailler à partir de différents sujets, à essayer de comprendre comment on peut amener les élèves à dépasser leur représentation initiale, quel que soit le niveau de classe, pour les amener à comprendre et à essayer d'adopter, enfin de réfléchir et de voir que finalement, ça peut être différent. Alors, identifier un exemple de difficulté en lien. Ça, c'est tout le travail de préparation de l'enseignant. Quand vous concevez une séquence ou une séance d'enseignement, dans le cadre de votre réflexion didactique, c'est-à-dire qui est celle qui va vous amener à réfléchir à la façon dont vous allez organiser vos séances, vos apprentissages pour que les élèves puissent en profiter. Eh bien, il faut bien réfléchir à l'effet que ça peut produire sur ces élèves. Si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Si je dis ça, est-ce qu'ils vont tous comprendre ça? Si je propose ça, est-ce que c'est assez clair? Alors, les élèves pensent que l'eau est bleue. Comment est-ce que je peux faire pour les amener à comprendre que l'eau n'est pas bleue? Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde la mer ou un lac, on a quand même souvent l'impression qu'elle est bleue, pas tout le temps, parfois elle peut être verte, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'elle n'a pas de couleur. Donc, comment est-ce que je vais les amener? Comment est-ce que je vais les amener à comprendre à la maternelle que l'eau que j'ai dans ce verre qui est transparent, donc là où on voit clairement que l'eau n'a pas de couleur, comment est-ce que je vais les amener à comprendre que c'est la même eau qui est dans la mer et que par conséquent, elle n'a pas plus de couleur que celle qui est dans le verre? Puisque déjà dans la mer, elle est salée, dans le verre, elle n'est pas forcément salée. Bon, alors, vous voyez, c'est tout ce genre de réflexion-là, c'est toutes ces réflexions-là qu'on est obligé de conduire quand on prépare une séance ou une séquence. On est bien obligé de réfléchir à toutes les difficultés. Et croyez-moi, on a beau y réfléchir nuit et jour pendant 8 jours, ou même encore plus, on en oublie. On a les individus ont effectivement des représentations et des idées totalement auxquelles on ne peut pas toutes penser, vous voyez. Alors, je vois que j'ai encore une question à laquelle il faut que je réponde. Donc, laquelle est-ce? C'est celle de Raphaël. Je vais essayer de la chercher. Raphaël, votre question. Alors, je regarde. Raphaël. Alors, où est Raphaël? Il faudrait la question de Raphaël qui est déjà du passé. Parce que c'est vrai que là, je me repose beaucoup quand même sur les personnes qui répondent sur le chat. Habituellement, je le regarde attentivement. Mais là, finalement, je me laisse vivre. Donc, il faut que je fasse autrement. Alors, où est Raphaël? Raphaël, est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît, que je vous réponde? Alors, quel support conseillez-vous pour réviser le contenu de l'épreuve? Très bien. Avant le début des cours. Alors oui, j'en ai des suggestions à vous faire, évidemment. Je ne vais pas vous suggérer de regarder, de lire tous les programmes parce que c'est indigeste et c'est impossible. Ce que j'aurais envie de vous conseiller, c'est de regarder dans les programmes. Alors bon, si vous n'êtes pas inscrit chez Objectif CRPE, vous n'avez pas vu le live sur les programmes. Les programmes sont organisés d'une certaine façon et dans chacun des volets 1 de chaque discipline d'enseignement, eh bien, sont décrits les enjeux et les finalités de l'enseignement. Et ça, c'est très important parce que pour pouvoir réfléchir à la façon dont on va proposer une séance d'apprentissage dans le domaine d'explorer le monde ou de questionner le monde ou de sciences et technologies, eh bien, il faut savoir quelles sont les finalités de l'enseignement. Et ça, c'est totalement décrit dans les programmes. Donc, j'aurais envie de vous dire qu'avant de commencer la préparation, eh bien, si vous devez lire quelque chose, eh bien, c'est précisément lire le volet 1 en général des programmes pour chacun des cycles et ensuite la première partie de chaque domaine d'enseignement. Si ça vous intéresse ensuite d'aller voir quelles sont les compétences, les connaissances associées, les repères de progressivité, allez-y. Ça me paraît un peu compliqué, mais surtout la première question à laquelle vous devriez essayer de répondre, en tous les cas, et de vous aider à trouver des réponses, c'est pourquoi est-ce que j'enseigne ça? Pourquoi est-ce que je dois enseigner ce domaine d'enseignement à mes élèves? Et vous avez la réponse dans les programmes pour lesquels que vous allez trouver facilement sur EduSchool. Vous tapez programme cycle 1, ce sont les programmes qui datent de 2020, les programmes en vigueur, et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et en tous les cas, vous n'aurez pas les réponses précises. Et à mon avis, ce sera encore difficile et c'est normal, mais votre réflexion sera déjà bien amorcée. Donc ça, ce sera vraiment intéressant. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Romane? Est-ce que ça vous suffit comme réponse? Et je le conseille à tout le monde. C'est vraiment, je trouve, une entrée en matière qui vous évite d'aller vous éparpiller partout sur Internet et de chercher tout et n'importe quoi. Vous êtes dans le cadre officiel, vous avez les enjeux et les finalités qui sont extrêmement bien décrits et qui vous permettront de comprendre pourquoi vous devez enseigner ça et donc pourquoi finalement vous avez cette épreuve au CRPE. Et surtout, comment on va pouvoir évaluer votre capacité à proposer une séquence d'apprentissage cohérente et progressive. Voilà. Alors, donc voilà pour les sciences et technologies. Alors, on vous demande de proposer un schéma bilan comparatif de la reproduction sexuée des animaux et des plantes à fleurs pour des élèves de cycle 3.
Alors évidemment, pour tous ceux qui ont évidemment des difficultés à lire des textes scientifiques, à s'emparer tout de suite, à s'approprier des questions avec ce vocabulaire scientifique, vous voyez, schéma, bilan, comparatif, reproduction sexuée, etc., ça peut faire peur et ça peut gêner, quoi, je veux dire. Donc ça, il faudra bien y réfléchir. Si dans le choix de la discipline que vous allez choisir, il va bien falloir effectivement bien réfléchir. Si vous avez une très très grosse difficulté à vous approprier des textes scientifiques, bah, peut-être que vous n'aurez pas intérêt à choisir sciences et technologies. Et ça, vous allez très vite vous en rendre compte. Il n'est pas question de décider maintenant, aujourd'hui ou dans 2 jours. Mais vous allez vite vous rendre compte de votre facilité à aborder ce type d'énoncé. Parce qu'un texte, forcément, un sujet en sciences et technologies, bah, automatiquement, le vocabulaire employé va être un vocabulaire spécifique, le type de formulation va être très lié à cette discipline d'enseignement. Et si vous n'y êtes absolument pas habitué et que ça représente vraiment une difficulté déjà de lecture pour vous, ce qui est tout à fait compréhensible et normal, eh bien, peut-être que vous allez vous orienter vers autre chose et que ce sera peut-être plus simple pour vous. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est pas franchement de se heurter à des sciences et technologies maintenant. Là, vous passez le concours, ce qui compte, c'est d'avoir le concours. Donc, il s'agit de vous faciliter la vie. Donc, quand vous lisez, par exemple, vous voyez les questions, proposez sous la forme de consigne une exploitation pédagogique de la figure 3 et formulez une conclusion d'une séquence pédagogique de cycle 3 sur les conséquences de la disparition des abeilles en termes de diversité des plantes à fleurs, ben, je peux comprendre que comme ça, d'emblée, ça ne parle pas à tout le monde. Alors, s'il faut déjà passer 20 minutes à décortiquer la question, qui n'est que la 6e question, ça me paraît difficile. Je ne suis pas en train de dire que c'est plus difficile qu'un autre sujet. Là, je suis en train de parler d'habitude de lecture. Si vous n'êtes pas habitué à lire des textes scientifiques, si pour vous c'est difficile de les appréhender, réfléchissez bien avant de vous lancer dans le domaine que représentent les sciences et technologies, d'autant qu'il va falloir également quand même avoir une capacité à proposer des protocoles d'expérimentation, etc. Et voilà. Donc, voilà. Alors, vous voyez, la question qu'on vous pose, c'est mise en œuvre d'un protocole expérimental. Dans les sujets 0, ils ont été très bien parce qu'ils vous ont mis tout ce qu'on pouvait vous demander. Donc là, il n'y a pas de souci, vous avez le panel de tous les genres de questions qu'on peut vous poser. Proposez un protocole expérimental destiné à des élèves de CM1 pour qu'ils mesurent une masse de sucre de 150 grammes en indiquant les différentes étapes. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous le lire. Donc vous voyez, ça, bon, évidemment, même dans une préparation extrêmement approfondie, il n'est pas dit que vous aurez vu le protocole expérimental destiné à des élèves de CM1. Donc il va falloir faire preuve quand même d'imagination et d'une capacité à réinvestir tout ce que vous avez vu au cours de l'année pour cette activité précisément. Donc voilà. Et puis vous avez donc la question de connaissance, vous voyez, qui n'est ni en gras ni signalée d'un astérisque. Donnez le nom de la transformation physico-chimique qui intervient lors de la mise en solution aqueuse du sucre. Indiquez le soluté et le solvant. Bon, attention, les questions sont indépendantes et voilà, c'est l'épreuve d'admissibilité. Si vous ne savez pas répondre à tout, c'est pas pour ça que vous ne serez pas admissible, d'accord? Mais vous avez déjà vu un petit peu, en gros, là, à travers j'ai essayé de vous extraire les questions qui me paraissaient les plus emblématiques de ce sujet. Vous voyez un petit peu la façon dont c'est proposé. Alors ensuite, c'est à vous, évidemment, avec ce que vous savez sur vous, de vous lancer ou de ne pas vous lancer dans l'aventure sciences et technologies, ou en tous les cas, de vous laisser une chance. Éventuellement, parce que bon, il va falloir préparer le concours. Vous avez beaucoup de préparation cette année, c'est lourd, c'est un concours qui est lourd à préparer. Il faut se remettre à niveau en français, en mathématiques. Il faut travailler la didactique des mathématiques, travailler la didactique du français, travailler l'EPS. Et donc en EPS, didactique, pédagogie, connaître les APSA, et puis connaître aussi la connaissance du système éducatif, parce que bon, bah, vous allez devenir enseignant. Il faut quand même savoir quel est le cadre de l'institution dans laquelle vous allez travailler. Donc, essayez quand même de vous simplifier la vie. Alors, au contraire, prenez sciences et technologies si c'est votre formation que vous êtes à l'aise, tout à fait. Vous allez relire tranquillement les sujets 0, vous verrez un petit peu quel impact ça produit sur vous. Voilà. Alors, vous voyez, je vous ai mis d'autres exemples que vous pouvez lire, proposer une expérience complémentaire pour convaincre que les 150 grammes de sucre n'ont pas disparu. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, comment convaincre les élèves que l'eau n'est pas bleue. Voilà. Donc, il faut essayer de proposer des expériences qui vont les amener à comprendre ça. En sciences et technologies, il n'y a pas de composante. Donc, si vous choisissez sciences et technologies, vous avez automatiquement un sujet sur les sciences et technologies. Ça peut être un sujet sur la science, un sujet sur la technologie, mais c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Donc, voilà.
Identifier les compétences travaillées par les élèves au cours de cette activité scientifique au regard des programmes de référence du cycle 3. Et bien entendu, dans votre dossier, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous aviez les extraits des programmes. Donc là, ça reste quand même tout à fait possible. Voilà les liens pour retrouver les sujets 0 que je vous ai montrés. Je ne vous en ai montré qu'un, je vais vous montrer le deuxième. Il doit être là, en principe. Alors non, il n'est pas là. Attendez, je le cherche. Ils sont tous mis à la queue leu. Ça, c'est domaine des arts. Voilà, l'autre, je vous le montre ici. Vous l'avez là. Voilà le deuxième sujet. Vous voyez, sciences et technologies. Bon, le début, c'est exactement la même chose. Et on est aussi sur le déclin de la population des abeilles, encore. Les deux sujets parlaient des abeilles, mais avec évidemment des exercices différents, un dossier différent. Alors là, vous avez la question qui est relative à vos connaissances, puisqu'il n'y a pas d'astérisque et qu'elle n'est pas en gras. Et voilà une question. Les abeilles sont-elles plus proches parents des escargots ou des moineaux? Attendez, vous voyez pas, pardon. Les abeilles sont-elles plus proches parents des escargots ou des moineaux? Un élève de CM1 répond que les abeilles sont plus proches des moineaux que des escargots, car les abeilles et les moineaux possèdent des ailes qui leur permettent de voler. Identifiez le raisonnement de l'élève et proposez une réponse argumentée à apporter à l'élève. Voilà le type, effectivement. Alors là, ça fait appel évidemment à votre réflexion didactique. Comment est-ce que je vais faire? Parce que si je réponds oui, non, et à l'argumentation que vous allez proposer, déjà à vos connaissances, parce que vous... Alors là, a priori, vous n'avez pas d'excuse. Si vous préparez votre classe, vous le savez, forcément. Donc, puisque vous posez la question, vous avez quand même été chercher la réponse en amont, parce que si vous ne le savez pas, ce sera ennuyeux. Et voilà, et ensuite, vous avez le sujet. Je suis en train de regarder si ça, ce n'est pas l'autre. Non. Non. Bien. Alors, attendez, il faut que je revienne en arrière. Hop, voilà. Voilà. On a donc vu les sujets 0 en sciences et technologies que vous pourrez aller regarder si vous le souhaitez grâce aux liens que je vous ai donnés. Vous les suivez et vous aurez les sujets 0. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe. Alors, le premier sujet dans le domaine histoire, géographie, enseignement moral et civique, eh bien, voyez, les deux composantes qui ont été choisies pour ce sujet, et ça, je vous le répète, on ne les connaît pas, elles ne sont pas données avant. Vous savez que si vous choisissez histoire, géographie, enseignement moral et civique, vous allez avoir 2 sur 3, mais lesquels, on ne sait pas. Histoire, géographie, là, c'est histoire et enseignement moral et civique. Pour celui-ci, je vais vous en présenter un autre, où ce sont deux autres composantes qui ont été choisies. Donc, composante histoire et géographie, 10 points et 10 points en EMC. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Ce n'est pas toujours 10-10. Là, c'est 10-10, ce n'est pas toujours 10-10, ça dépend des sujets. Alors, quels étaient les enjeux de l'introduction de l'instruction? Alors, d'ailleurs, je me suis trompée, vous voyez dans le PowerPoint, là, je suis en train de le voir, c'était EMC en haut, composante EMC, composante histoire, parce que bien entendu, quels étaient les enjeux de l'introduction de l'instruction morale et civique dans le programme de l'enseignement primaire de 1882? Là, il s'agit clairement d'une question en enseignement moral et civique. Il faudra que je le change, c'est une erreur, ça. Pour répondre, appuyez-vous autant que vous le jugerez utile sur le dossier documentaire. Alors, le dossier documentaire, je vais vous le montrer. Alors là, non, c'est la science et technologie. Ça doit être celui-là, enfin j'espère. La composante histoire et composante enseignement moral et civique. Très bien, c'est celui-ci. Je vous le montre. Voilà, vous y êtes. Alors, on va passer à la composante. Alors, c'est pas celui-ci. Ah mais si, donc je ne m'étais pas trompée, c'était bien composante histoire. Vous voyez, quels étaient les enjeux de l'introduction morale et civique dans le programme de l'enseignement primaire de 1882? Pour répondre, appuyez-vous autant que vous le jugerez sur le dossier documentaire. Voilà le dossier documentaire. Ah bah oui, je comprends mieux, évidemment. Vous avez le programme en classe de CM2 et vous avez thème 1, le temps de la République. Donc là, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin pour expliquer en quoi, effectivement, l'enjeu, à quel enjeu correspondait cette introduction donc de ce domaine d'enseignement à l'époque au niveau des programmes de l'éducation nationale. Donc, vous avez tous les renseignements, vous voyez, qui sont ici. Vous avez le dossier documentaire qui comprend donc un extrait des programmes, la chronologie sur les lois relatives à l'éducation nationale, et le document 3, une photo, où vous allez trouver beaucoup de renseignements. Le document 4, un extrait de la loi. Donc, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de documents officiels, quand même, en histoire. Et le document 5, un extrait de Charles Péguy, qui parle de l'école normale. L'école normale, c'est l'école où on formait les instituteurs. Le document 6, l'extrait de la lettre de Jules Ferry.
Le document 7, l'extrait du discours de Ferdinand Buisson. Le document 8, des statistiques. Enfin, vous voyez que vous êtes documenté quand même pour répondre à la question. C'est pas ce qui manque quand même. Vous voyez que vous avez beaucoup de documents à votre disposition, en tous les cas, pour pouvoir éventuellement, traiter ce sujet-là. Donc, vous avez beaucoup de renseignements qui vous sont donnés. Et alors, en EMC, vous voyez, je m'étais trompée bêtement tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, c'est tout à fait logique, étant donné qu'on travaillait sur la Troisième République et qu'effectivement, c'est à cette époque-là que ça a été introduit dans les programmes. Composante EMC, élaborer une séquence sur l'école primaire au temps de Jules Ferry pour des élèves de cours moyen et seconde année, puis développer une des séances de cette séquence en définissant les objectifs d'apprentissage et les compétences travaillées, en indiquant précisément quels documents issus du dossier documentaire vous utiliserez et en détaillant l'exploitation pédagogique de l'un de ces documents. Donc, pour ceux qui sont plus à l'aise avec ce type de formulation plus littéraire, peut-être que c'est plus abordable. Alors, on vous demande évidemment d'avoir des connaissances, parce qu'il va falloir quand même que vous en ayez automatiquement. Mais vous voyez que dans le sujet, on vous en a quand même demandé moins quand même, pour l'instant. C'est dans ce sujet-là, ce qui ne veut pas dire que pour tous les sujets, ce serait comme ça. Le sujet suivant, ah oui, je ne vous l'ai pas montré, pardon, parce que je suis en plein écran, donc je vous montre, voilà, la composante EMC, voilà les sujets qu'on vous propose. Alors attendez, c'est pas celui-ci, il faut quand même que je les retrouve, voilà, là j'y suis. Alors, ça, c'est le deuxième sujet que je ne voulais pas encore vous montrer pour l'instant. Je vais vous montrer après. Non, ça, c'est les arts. Alors, il est où le premier sujet? Le voilà. Alors, regardez, dans la composante enseignement moral et civique, énoncez donc les principes qui régissent le système éducatif français et précisez brièvement le sens de chacun d'eux. Et vous avez effectivement, là aussi, une question, didactique. Un élève de cours moyen refuse de participer à une activité scolaire en affirmant que le sujet abordé est contraire à ses croyances. Dans un premier temps, vous rappelez clairement la règle aux élèves. À quel texte vous référez-vous? Puis vous décidez d'organiser ultérieurement, dans le cadre de l'enseignement moral et civique, une séance afin de retravailler la notion de laïcité. Quels objectifs d'apprentissage définissez-vous? Quels documents du dossier documentaire choisissez-vous? Quels autres documents utiliseriez-vous éventuellement? Justifiez vos choix. Vous voyez, vous êtes très proche là de la connaissance du système éducatif. Vous êtes très très proche de la connaissance du système éducatif et vous avez tous les documents que je vous ai montrés pour répondre à ces questions. Mais il va falloir évidemment quand même que vous-même soyez au clair sur les principes qui régissent le système éducatif français. On vous demande brièvement de préciser le sens de chacun, il faut que vous les connaissiez. Alors c'est quoi ces principes? Eh bien les principes qui régissent le système éducatif français, c'est la gratuité, la laïcité, l'égalité, enfin vous voyez, il y en a plusieurs que vous allez traiter évidemment, le refus de toutes les discriminations. Il y en a beaucoup des principes qui régissent effectivement ce système, que vous allez voir en connaissance du système éducatif et qu'il faut que vous connaissiez à ce moment-là pour en parler, mais que vous allez pouvoir retrouver également à l'aide des documents. Voilà, donc ça c'était pour la composante histoire et la composante histoire-géographie. Alors ensuite, le sujet suivant, eh bien les deux composantes qui avaient été choisies, c'était géographie et histoire. Alors je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, donc ça doit être celui-là. Voilà. Voilà, c'est celui-ci que vous voyez à l'écran. Composante géographie, composante histoire. C'est présenté de la même manière, mais vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas automatiquement 10 points et 10 points. Et bien là, c'est 13 points et 7 points. 13 points pour la géographie, 7 points pour l'histoire. En fait, ça, c'est en fait à l'appréciation des personnes qui auront donc conçu les sujets. Alors, je réponds à la question qu'on me pose sur le chat en ce moment. Non, les sujets zéro d'admission, non, puisqu'ils sont à l'oral. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas. Les sujets seront un petit peu les mêmes. La question 4 rappelle une question abordée dans le cours sur les valeurs de la République. Bien évidemment, Nathalie, vous avez tout à fait raison. En EMC, vous êtes très aidé avec le cours de connaissance du système éducatif. La connaissance du système éducatif, finalement, détermine tout l'enseignement moral et civique. Ou on va dire l'inverse. L'enseignement moral et civique se construit à partir de la connaissance du système éducatif. Donc, si vous suivez, on va dire régulièrement les cours du système, les cours concernant la connaissance du système éducatif, vous êtes bien plus au fait de ce qui va se passer en enseignement moral et civique. Et alors, ce qui va être important ensuite, c'est comment. C'est quelle réflexion didactique et pédagogique, comment faire pour faire partager ces valeurs à nos élèves de cycle 2, de cycle 3, de cycle 4 et de cycle 1. Voilà. Mais ça aide énormément. Et si vous avez bien suivi effectivement les cours de connaissance du système éducatif, vous avez déjà beaucoup de répondre.
beaucoup de réponses à toutes ces questions-là. Alors, je vous ai dit, la seule chose que je vous recommanderais vraiment de lire pour l'instant, bah, c'est vraiment de relire les enjeux et les finalités des programmes. Si vous sentez que vraiment votre appétence va vers l'histoire ou la géographie, eh bien, ce que vous pouvez faire, bien entendu, c'est évidemment de regarder quel est le contenu des programmes, mais bon, c'est vaste, hein, et d'essayer de vous documenter peut-être à partir d'ouvrages de collège, vous voyez, 4e, 3e, où vous en saurez déjà un petit peu plus. Ça peut vous aider. Et puis, si vous êtes encore plus courageux, et bien sur le plan culturel, vous avez une foule d'expositions à voir, de livres à lire. Enfin, mais n'oubliez pas l'essentiel. Cette année, l'essentiel, c'est le concours, donc on ne peut pas se disperser. Vous allez devenir des spécialistes au fur et à mesure de votre enseignement. Pour cette année de préparation, avec les programmes, et on va dire des manuels de classe de 3e, 4e, c'est déjà pas mal quand même pour préparer le concours. Ça devrait quand même vraiment vous aider pour l'histoire et la géographie. Alors, la question de Mélodie. Ben voilà, je viens de répondre à la question de Mélodie, je crois. Pour se mettre à niveau, je pense qu'il est important, par exemple, de s'aider de manuels de collège, de classe de 4e, 6e, 5e, 4e, 3e, puisque c'est le niveau attendu, ça me paraît déjà pas mal. Si c'est l'histoire et la géographie qui vous tentent, ça me paraît déjà... on attend de vous ce niveau de compétence-là. Je vous dis, si après vous êtes passionné, alors vous pouvez très bien trouver ensuite... vous aurez à travers des cours, vous avez aussi les ressources EduScol que j'ai données dans un des lives déjà et que vous aurez si vous suivez les préparations. Sur EduScol, vous avez aussi les ressources qui sont en ligne pour vous remettre à niveau. Vous allez sur EduScol, qui est le site officiel de l'Éducation nationale pour la remise à niveau justement pour chacun des thèmes, et vous tapez ressources histoire cycle 3, ressources questionner le monde cycle 2, etc. Et vous aurez des remises à niveau pour chacun des thèmes. Donc vous avez les programmes EduScol et des manuels d'histoire, géographie, sciences et technologies jusqu'au cycle 3. C'est déjà pas mal. Quand même, pour préparer ce concours, ça me paraît déjà franchement bien. N'oubliez pas quand même qu'on sait bien que vous n'allez pas tout savoir sur tout. Personne ne sait tout sur tout, c'est pas possible. Donc le concours a été conçu de cette façon-ci pour nous permettre, nous les jurys, d'apprécier votre capacité, je dirais, à avoir compris ce que c'était qu'un acte d'enseignement et à avoir compris que pour enseigner, encore fallait-il quand même maîtriser à minima les notions qu'on va enseigner jusqu'au niveau du cycle 4. Mais voilà, vous n'êtes pas en train de préparer, de faire une thèse en histoire ou de faire une thèse sur quoi que ce soit. Ça, vous aurez le temps après. Et croyez-moi, plus on enseigne et plus on a envie d'en savoir plus. Finalement, c'est un métier pour lequel on enseigne, mais qui donne envie d'en apprendre toujours plus. Mais là, vous, l'objectif, c'est le concours. Donc, soyons clairs, il faut être efficace. Donc, avec la préparation, et je vous dis des lectures là, pendant les vacances, moi, je pense que les manuels de collège sont pas mal du tout pour vous aider à réviser un petit peu toutes ces notions que vous n'avez pas vues, y compris en sciences et technologies. Ça vous apportera beaucoup, vous voyez. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose que vous pouvez utiliser. Et puis, EduScol. J'avance un petit peu. Alors, la composante géographie, donc on l'a vu. On a vu donc géographie, histoire. Vous aurez accès au sujet 0. Vous pourrez aller les regarder. Alors, pourquoi est-ce que ça n'avance plus là et que j'avance toujours sur la même chose? Ah bah oui, forcément, c'est normal puisque je suis dans le document PDF. Donc, voilà. Vous avez le lien pour aller vers les sujets 0. Alors, attendez, je regarde parce que je vois qu'il y a 3 questions sur le chat. Voilà, je vois que vous proposez de faire des fiches thématiques. Alors, moi, je n'ai pas de conseils précis à vous donner quant à votre méthode pour vous préparer. Vous êtes adulte, vous avez déjà dû apprendre, vous devez savoir quelles sont les méthodes qui vous correspondent pour apprendre. La mémorisation, je dirais que c'est un petit peu de votre ressort. Est-ce que vous mémorisez quand vous écrivez? Est-ce que vous mémorisez quand vous écoutez? Est-ce que vous mémorisez sans rien faire du tout? Ça, c'est vous qui devez vous connaître. Si vous avez besoin de vous faire des fiches, c'est encore mieux si c'est vous qui vous les faites. Parce que comme elles seront faites avec votre façon de réfléchir et d'apprendre, elles vous correspondront d'autant mieux. Choisissez le domaine, enfin ne choisissez pas plutôt, j'allais dire, ne choisissez pas le domaine. Regardez un petit peu, je vous dis, les enjeux, les finalités dans les programmes de chacun des domaines à proposer au concours, et puis ensuite, vous allez affiner votre choix. Et à la fin de ce live, on va parler un petit peu de la façon dont on peut choisir. Alors, on avance maintenant en ce qui concerne donc au cycle 1, agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique. Donc, les arts du visuel et l'éducation musicale. Il y a donc 2 composantes. Composante art du visuel, cycle 1, et le dossier, page 2 à 5, 10 points.
Voilà un petit peu les questions qu'on vous posait. Vous voyez, en tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. Alors, je vais essayer de vous le montrer, ne pas me tromper de document. Ça doit être ça. Voilà, je ne me suis pas trompée, c'est parfait. Donc, vous avez devant vous, là, le sujet 0 dans l'épreuve écrite d'application, domaine des arts. Vous voyez, composante 1, art du visuel, cycle 1. Et vous avez ici, analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. Je vais dans le document 1. Voilà la fiche de préparation. Voilà comment elle se présente. Alors, je ne peux pas vous la montrer en entier, je ne crois pas. Vous avez l'objectif qui est celui de l'apprentissage et qui s'appelle donc développer la motricité fine. Anticiper sur un tracé. Ça peut paraître, pour quelqu'un qui n'a jamais enseigné, un petit peu abstrait, on va dire. B, analyse d'image. Alors, ça veut dire qu'à partir de l'analyse d'image, on va essayer d'atteindre les objectifs qui sont ceux qui sont donc ciblés à travers cette séance. Ensuite, l'entraînement par groupe de 4, les élèves dessinent des boucles au tableau. Et là, vous avez la mise en œuvre pédagogique, c'est-à-dire quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre sur le plan pratique pour accompagner les élèves dans cet apprentissage. Les productions d'élèves, les prolongements. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'analyser. Alors évidemment, si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, et c'est d'être le cas à mon avis, c'est pas si simple que ça, parce que vous ne savez pas ce que vous devez chercher dans cette fiche de séance, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de la démarche d'investigation en sciences et technologies. Alors, cette démarche, c'est la démarche pédagogique qui est préconisée et celle qu'on doit mettre en œuvre dans les classes. Vous allez la travailler, ne vous inquiétez pas. Et donc, comment dire, vous saurez ce que vous devez attendre dans une séance. Eh bien, dans le domaine des arts visuels, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle la démarche créatrice et la démarche artistique. Cette démarche artistique, évidemment, qui doit être une démarche créative, notamment, mais pas que, eh bien, vous allez également la travailler avec les professeurs qui vont vous préparer sur ces sujets de concours et qui sont tous des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, vous saurez ce que vous devez retrouver dans une séance et vous serez donc en capacité de l'analyser. L'analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que finalement, est-ce que les objectifs déjà répondent bien à ce qu'on attend d'une classe de cycle 1 dans les programmes? Oui. Est-ce qu'ensuite, les compétences qui sont visées correspondent au niveau des élèves? Vous le saurez aussi puisque vous avez les documents qui sont fournis avec. Et puis troisièmement, est-ce que les activités proposées par l'enseignant permettent aux élèves, a priori, d'atteindre ces objectifs? Ça, c'est tout le travail que vous allez faire cette année avec les professeurs. Et vous allez le faire sur de nombreux sujets, à de nombreux niveaux. Et finalement, votre réflexion didactique et pédagogique va s'inscrire un petit peu en vous. Vous allez être habitué à penser comme ça. Vous allez devenir des pré-enseignants, voire presque des enseignants, puisque vous allez réfléchir dans ces termes-là. C'est ce qu'on peut appeler une déformation professionnelle. Vous voyez, quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce qu'il regarde si vous êtes en bonne santé ou si vous êtes malade? Eh bien, quand on est enseignant et qu'on vous parle de quelque chose, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça permet à quelqu'un de comprendre ou non? On est un petit peu, est-ce qu'on est déformé un petit peu à ce moment-là? Mais on a ce mode de pensée. C'est celui-là que vous allez travailler tout au long de cette année de préparation et vous allez voir que ça devient beaucoup plus facile ensuite à mettre en œuvre. Alors, donc ça c'était le sujet d'art visuel, le premier qui vous est proposé. Alors, votre analyse, vous voyez, on vous le dit, permettra d'éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des conditions spécifiques d'enseignement maternel. Automatiquement, si vous arrivez en maternelle, la maternelle a ses spécificités, qui sont lesquelles? Qui sont celles que les élèves n'ont jamais été à l'école, qui sont celles que les élèves ne savent pas lire, qui sont celles que tous les élèves ne savent pas parler, et quand ils entrent en petite section, ils ne savent pas vraiment tous parler du tout, qu'ils ne savent pas compter, qu'ils n'ont pas encore une maîtrise du geste graphique, etc., etc. Donc tout ça, vous allez le travailler tout au long de l'année. Alors, je vois une question qui effectivement est très intéressante. Oui, le jour du concours, on vous donne les 3 sujets et vous choisissez. Voilà. Simplement, l'idée de s'être préparé cette année, et en tous les cas d'avoir une idée avant, ça permet peut-être de ne pas tout préparer. Si déjà on en a éliminé d'office dont on sait qu'on ne veut même pas en entendre parler, vous voyez, pour des raisons qui sont les vôtres. Hein. Par exemple, sciences et technologies, oh là là, bon, je n'y connais rien. Quand je prends un texte comme ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas envie de faire l'effort de le comprendre. Je m'y attellerai quand je serai enseignante l'année prochaine, mais non, ça clairement, j'ai pas du tout envie de me pencher là-dessus. Bon, peut-être que c'est aussi une stratégie. Je ne dis pas que c'est la bonne stratégie. En tous les cas, c'en est une. Alors, pour les arts du visuel donc, et l'éducation musicale, voilà le sujet d'éducation musicale. Je vous le montre aussi. Alors, en tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous proposerez l'analyse critique de la séance de chant. Vous voyez, les deux, vous aviez l'analyse d'une fiche de séance, et là, vous avez l'analyse critique d'une séance de chant, qui, je dois dire, quand on la lit, est assez emblématique. Alors, est-ce que je peux la retrouver où elle est là? Je vais vous la montrer. Hop. Elle doit arriver là, voilà. Vous avez la description
de la séance de chant qui aura été proposée dans cette classe de CM1. Alors, il y a des éléments qui interpellent. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais enseigné, ce n'est pas forcément évident de repérer ces éléments qui interpellent. D'où l'idée d'avoir une vraie préparation et de savoir ce qu'on vise à travers une séance de chant, quels sont les incontournables, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut absolument pas faire, ce qui est rédhibitoire. Et tout ça, vous allez le travailler, vous allez l'apprendre. Donc, ça va vous aider. Alors, vous voyez par exemple celui-ci, là, il y a écrit, cette séance a pour l'objectif l'apprentissage des 2 premières strophes de la chanson Armstrong de Claude Nougaro. Alors, il est 13h30. Déjà, pourquoi est-ce qu'on vous donne l'heure? On vous indique à quel moment ça se passe. Peut-être que, et vous le verrez avec le professeur qui préparera tout ça chez Objectif CRPE, est-ce que c'est la bonne idée finalement? Est-ce que c'est la bonne heure, à partir du rythme chronobiologique des élèves, pour proposer à des élèves de se concentrer sur l'apprentissage d'un chant? Je laisse le soin au professeur d'Objectif CRPE de vous préparer et de vous répondre à toutes ces questions. Et comme les élèves en ont l'habitude pour l'activité chant, ils quittent leur table et leur chaise pour se regrouper en chœur, debout, sur 2 rangs, au fond de la classe. Bon, vous avez vraiment les détails. Donc imaginez-vous bien que si on vous donne tous ces détails, c'est pour que vous puissiez proposer une analyse critique. Alors une analyse critique, ça ne veut pas dire une descente en flèche. Ça ne veut pas dire tout ce qu'on me donne, c'est pas bien et je le dis. Non, au concours, vous devez garder une attitude humble, qui est celle de quelqu'un qui n'a a priori jamais enseigné, ou en tous les cas qui n'est pas expert dans l'enseignement, et qui donc analyse avec recul et circonspection ce qu'on va lui demander d'analyser. Donc c'est pas « Ah non, alors là l'enseignant a tout faux, c'est certainement pas ce qu'il aurait dû faire, on va essayer de faire autrement ». Mais en tous les cas, il faut repérer ce qui vous paraît être des points positifs, des points négatifs, ce qui permet d'atteindre l'objectif, ce qui peut être une difficulté à l'atteinte de l'objectif, et c'est tout ça qu'il va falloir analyser. Alors il ne s'agira pas de faire une liste et d'énumérer ce qui vous paraît être bénéfique pour l'apprentissage ou ce qui vous paraît être néfaste pour l'apprentissage. Bien entendu, il va falloir argumenter, d'où l'intérêt évidemment d'avoir écouté les lives que vous allez avoir, d'avoir suivi les cours et d'avoir fait les entraînements pour ces épreuves, parce que plus vous allez en faire, plus vous serez à l'aise. Bien évidemment. Alors, je vois que sur le chat, vous demandez où sont les sujets zéro. Rassurez-vous, sur ce support-là, vous avez tous les liens qui vous conduisent au sujet zéro. Donc, pas de souci. Ensuite, le deuxième sujet, c'était en cycle 3 uniquement. Et vous voyez, les 2 composantes qui ont été choisies, c'était art plastique et histoire des arts. Là, il n'y avait pas d'éducation musicale. Alors évidemment, vous allez vous dire flûte. J'ai travaillé éducation musicale toute l'année et pas de chance au concours, je n'en ai pas. Mais ça, malheureusement, c'est la règle du jeu et vous n'y pouvez rien. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous aurez travaillé en éducation musicale, eh bien, automatiquement, c'est transposable sur ce que vous allez faire en art plastique, en histoire des arts, en termes de démarche, en termes de compétences transversales. Les compétences transversales, ce sont toutes celles qu'on travaille à partir dans ces domaines d'enseignement et qui permettent effectivement de travailler des compétences qui vont être, par exemple, quand vous chantez en chœur, eh bien, on travaille tous ensemble. En histoire des arts, vous pouvez être amené à travailler en groupe. Il y a énormément d'éléments qui sont similaires, je dirais même, dans tous les domaines d'enseignement. Pourquoi ? Et là, j'en reviens au début de mon live, à la polyvalence des enseignants, parce que cette démarche didactique et pédagogique, elle vise effectivement à l'atteinte des compétences et des connaissances sur des élèves qui sont les mêmes dans toutes ces disciplines-là, et qu'on n'est pas encore assez spécialiste pour aller beaucoup plus loin. Donc, vous allez voir qu'en suivant les lives, quelque part, c'est même enrichissant, je dirais pour vous, de ne pas vous cantonner que sur les arts du visuel ou les arts plastiques. C'est très intéressant d'avoir justement la vision des 3 pour pouvoir faire des liens. Et vous allez encore mieux comprendre ce qui va se passer. Vous devez parfois en retrouver entre le français et les mathématiques. C'est automatique. Ça doit forcément arriver. Et même vous allez en retrouver forcément entre le français et les sciences, entre le français et l'histoire, entre le français et la géographie, et même entre les maths et la géographie, bien évidemment, et parfois entre les maths et l'histoire, et parfois entre les maths et les sciences et technologies. Tout se recoupe un petit peu. Alors, pour avoir un tout petit peu de recul, eh bien, c'est intéressant d'être formé. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, eh bien, dans les épreuves du jury, je pense qu'on ne vous donne pas les composantes avant, qu'on vous les donne à ce moment-là. Parce que vous êtes prêt finalement pour répondre à chacun de ces domaines, à chacune de ces composantes, à chacune de ces composantes de ces domaines d'enseignement. Donc voilà, donc soyez un petit peu, vous allez voir, plus vous allez avancer, mieux vous allez comprendre ça. Alors, bon, vous proposerez une fiche de préparation. Tiens, un exercice différent. Alors vous avez eu, dans le sujet de sciences et technologies, un petit peu tout. On vous demandait de préparer un protocole, on vous demandait d'analyser une réponse, etc. Là, en histoire et en géographie, on vous demandait d'élaborer une séance, de réfléchir à une fiche de préparation, en art, etc. Là, ce qu'on vous demande, c'est de faire une fiche de préparation. Ben, comme vous en aurez analysé et comme vous en aurez préparé, ben, vous saurez, et surtout vous aurez vu quelle était la démarche artistique, et donc vous serez en capacité de mettre en œuvre cette démarche dans la préparation de votre séance.
Donc vous voyez, il y a tous les types d'exercices qui peuvent être proposés. Et ce que je trouve intéressant dans ces sujets zéro, j'espère que vous l'avez vu là comme je vous le montre, eh bien c'est que tous les types d'exercices sont proposés. Donc ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui... Alors ça peut être proposé pour n'importe lequel des domaines d'enseignement. Sciences et technologies, histoire, géographie, EMC, art, c'est pareil. On peut vous proposer effectivement de faire une fiche de préparation dans le domaine de l'histoire. Pourquoi pas? Alors, votre fiche de préparation priorisera des compétences précises et permettra d'éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des conditions spécifiques de l'enseignement des arts plastiques au cycle 3. Bien entendu, l'enseignement des arts plastiques, c'est un enseignement spécifique qui demande une démarche spécifique, comme celle des sciences et technologies. Et en histoire et géographie, qui sont des sciences, eh bien, on va parler de démarche scientifique qui se rapproche et qui est la même que celle de la démarche d'investigation. Le déroulement est exactement le même. Voilà, je ne vous montre pas ce sujet zéro là parce qu'il est du même, c'est pareil que l'autre, donc vous pourrez le voir assez facilement. Alors, la composante histoire des arts. Vous avez un dossier qui comporte 3 pages qui compte sur 10 points. Là, vous voyez, l'épreuve est séparée en 2, 10 points, 10 points. Et là, on vous demande de faire une analyse critique d'un extrait de manuel. Encore un exercice différent. Alors, on vous demandait de faire une analyse critique d'une fiche de préparation. Et bien là, c'est l'analyse critique d'un extrait de manuel. Pourquoi pas? C'est quelque chose de différent, mais vous allez voir qu'à chaque fois, c'est la même réflexion qui est mise en œuvre. Et donc, vous allez être rodé, si j'ose dire. Vous voyez, vous allez être habitué. Alors, on continue. Je regarde parce qu'il y a des questions. Alors, ces sujets d'art et musique concernent seulement le... Alors, je ne peux pas lire, je suis désolée. Je n'ai pas la suite du message. Donc, je ne sais pas je ne peux pas répondre à ces questions. Je ne peux pas le lire, le message en entier. Voilà, bon, je continue. Alors, vous voyez, là, on vous met bien. Alors, sachez que l'histoire des arts, c'est uniquement au cycle 3. L'histoire des arts n'apparaît dans les programmes qu'au niveau du cycle 3. Donc, votre analyse permettra d'éclairer le jury sur vos connaissances du cadre réglementaire et des conditions spécifiques de l'enseignement pluridisciplinaire et transversal d'histoire des arts au cycle 3. Alors, cette épreuve dure 3 heures. Vous avez du temps quand même pour la préparer. Et vous avez les sujets zéro qui sont accessibles à cet endroit-là. Donc 3 heures de préparation, honnêtement, vous allez pouvoir vous en sortir. Après, vous n'auriez plus la tête à ça, ce serait trop compliqué. 3 heures, c'est un maximum et c'est très bien pour pouvoir, réaliser ce travail-là. Alors voilà maintenant la question cruciale. Comment et quand choisir? Alors bien évidemment, personne n'a de réponse, la réponse idéale. Ça n'existe pas. Bien entendu, cette réponse, elle dépend un peu de vous. Alors premièrement, l'objectif à avoir en tête, c'est je veux réussir le concours. Donc je ne me mets pas les bâtons dans les roues. Je me rends les choses faciles. Ça, c'est absolument ce qu'il faut se dire. Vous avez une appétence certaine pour les options proposées. Vous êtes un féru de sciences et technologies, vous êtes un pro de tout ça, vous connaissez tout, une pro. Ça vous parle tout de suite. Dès que vous voyez, par exemple, je sais pas moi, vous achetez un meuble, vous savez le monter tout de suite, ça ne vous pose pas de problème, vous connaissez tout, vous lisez facilement un schéma, vous lisez des textes scientifiques, c'est ça qui vous intéresse. Alors, franchement, tiens, c'est marrant, la slide a changé toute seule. Si vous avez une appétence certaine, faites-vous plaisir, quoi. Si vous avez une appétence, c'est que vous avez a priori des connaissances, ça devrait aller plus vite pour vous y mettre. Après, la question didactique et pédagogique, que vous la fassiez en sciences, en histoire géo, en EMC, ou en... C'est pareil, quoi, je veux dire, si vraiment vous avez un goût prononcé pour les arts, etc., voilà. Et si vous vous sentez très à l'aise, eh bien, allez-y. Ça ne sera pas plus difficile, vous ne courez pas un risque énorme, et finalement, ça vous permet de mieux cibler votre préparation. Pourquoi pas? Il faut être assez sûr de vous. L'appétence et les connaissances, à mon avis, vont de pair. En général, quand on aime beaucoup quelque chose, c'est qu'on a quand même des connaissances à ce sujet-là. Après, vous avez eu la possibilité, éventuellement, d'avoir déjà quand même exercé le métier d'enseignant, que ce soit d'une façon ou d'une autre, ou quel que soit. Et donc, vous êtes déjà finalement assez habitué à cette réflexion didactique et pédagogique. Il y en a peut-être une ou l'autre que vous connaissez davantage au cours de vos stages ou au cours de vos remplacements, ou si vous avez été contractuel, ou si vous avez enseigné, je ne sais pas moi. Et donc ça vous parle. Bon, voilà. Donc si vous avez quand même si vous avez je ne trouve plus le terme, mais c'est grave ce soir, franchement, c'est très très grave, un atout. Voilà. Si vous avez un atout particulier pour une de ces disciplines d'enseignement, n'hésitez pas. Vous facilitez la vie et hop, vous vous lancez dedans, vous préparez là-dedans, et puis voilà. Sachant qu'au dernier moment, vous avez la possibilité de changer, de choisir le sujet que vous voudrez le jour J.
Ce qui ne me paraît pas être une très bonne solution, parce qu'il faut quand même un petit peu avoir, vous avez la chance, si vous vous inscrivez chez Objectif CRPE, vous aurez la chance d'être préparé, donc il ne faut pas non plus, comment dire, renoncer à cette chance, et en tous les cas, ne pas l'utiliser. Donc dans ces cas-là, il faut quand même bien y réfléchir avant. Et quand choisir? Alors donc dès maintenant, si vous savez, voilà, vous savez, alors, ou alors vous pouvez procéder par élimination, comme je l'ai dit, alors moi les sciences et technologies, non. Ceci dit, vous avez la possibilité de vous y mettre. Si c'est uniquement la lecture de texte et que vous avez quand même une facilité, peut-être qu'avec les cours, et peut-être qu'en vous y penchant vraiment, vous allez vous y mettre et que ça vous parlera plus. La démarche d'investigation va vous paraître simple. Je pense que vous êtes assez adulte pour vous rendre compte. Vous lirez attentivement les sujets zéro, vous lirez attentivement les enjeux et les finalités dans les programmes. Et après ça, vous devriez pouvoir éventuellement savoir si dès maintenant, vous pouvez vous déterminer ou pas. Mais si vous ne pouvez pas, écoutez, c'est pas grave. Vous avez toute la formation de cette année, et plus la formation va avancer, bien entendu, plus votre réflexion va s'approfondir, et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera encore plus simple pour vous. Peut-être qu'à force de suivre des cours, de suivre des lives, vous allez vous dire, voilà, moi c'est ça, maintenant c'est sûr, ça me parle vraiment, et là je peux y aller. Je sais que c'est ça que je veux faire, je m'y retrouve, ça marche bien, quand j'écoute un live tout de suite, ça percute, voilà, c'est plutôt ce qu'il faut se dire. Et puis, si vraiment tout vous plaît, que vous n'arrivez pas à vous décider, tant mieux, vous travaillez votre formation de futur professeur des écoles et votre polyvalence, et puis vous pourrez choisir au dernier moment. Et là, vous serez même prête, une fois que vous aurez eu le concours, à enseigner, puisque vous aurez été préparé pour toutes ces disciplines-là. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse, vous voyez, à vous donner. Il faut que vous choisissiez vraiment. Donc, je vous dis, un atout, ça vous permet de choisir une discipline et donc de consacrer davantage de temps peut-être à des remises à niveau en français mathématiques, à l'EPS, à la connaissance du système éducatif. Cette notion de temps, elle compte beaucoup aussi dans votre préparation. Parce qu'il faut que vous ayez le temps de vous organiser, il faut que vous ayez le temps de voir la connaissance du système éducatif, l'EPS, le français et les mathématiques. Ça, c'est un incontournable. Français et mathématiques, c'est la base, ce sont les fondamentaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ces deux domaines-là. Donc là, c'est vraiment une question d'organisation, je dirais, dans le temps. Vous voyez ? Exactement, là, il faut bien y réfléchir, quoi. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Ça vous permet, effectivement, c'est une stratégie. Je sais que là, ça va marcher, donc je choisis ça. En cours de formation, ça vous laisse aussi un certain délai dans le temps. Et puis, au dernier moment, après tout, si vous avez réussi à tout suivre assez facilement et que de toute façon, vous en aviez besoin, vous n'avez pas perdu votre temps, puisque vous en aviez besoin. Donc, il faut considérer ça, il faut le voir du côté positif et se dire que si vous n'avez pas pu vous déterminer avant, parce que finalement, eh bien, vous ne savez pas trop, il n'y a rien qui vous parle plus que d'autres, vous n'êtes pas vraiment sûr, etc. Eh bien, dans ces cas-là, vous vous donnez les moyens et vous suivez toutes les formations et vous n'aurez pas perdu votre temps parce que vous arriverez le mieux armé possible pour ce concours. Voilà, en gros, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et sur ce, j'en ai terminé. Donc, si vous avez quelques questions à poser, je peux encore éventuellement répondre, bien que je vois que le chat a été très actif pendant tout ce live et que vous avez eu beaucoup de réponses. Moi, j'en ai fini. Je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir pris le temps et la peine de m'écouter. Et j'espère que cela vous sera utile pour vous déterminer dans une préparation au CRPE, en tous les cas, et de savoir ce que vous allez faire l'année prochaine, et en tous les cas, de continuer à vous engager dans l'objectif de l'obtention de ces CRPE qui vous permettra de devenir professeur des écoles. Alors, merci à vous tous, et puis à très bientôt, j'espère.